12 juillet 1997. Les salles japonaises s'éteignent. Sur l'écran, quelque chose rampe. Quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir de la forêt. Première photo, un sanglier. Sauf que ce sanglier, il est recouvert de serpents. Des serpents qui grouillent, qui suintent, qui fermentent comme de la chair sous le soleil d'août. Et la peau ondule, pulse, palpite. Comme si elle respirait, mais avec des poumons qui ne sont pas les siens. Et cette démarche, ces mouvements saccadés, ces pattes articulées qui jaillissent du dos comme des fractures ouvertes. C'est pas la démarche d'un sanglier. 8 pattes, peut-être plus, difficile à compter quand ça bouge aussi vite. J'ai envie de dire arachnoïde. Il y en a qui disent tentaculaire. Un sanglier, recouvert de serpents, monté sur des pattes d'araignée. Dans mon métier, quand vous voyez 3 suspects en un seul corps, vous savez que quelqu'un a fait du bricolage. Quelqu'un a pris des ciseaux, de la colle, du sang séché. Quelqu'un a ouvert les archives. Et moi, je vais devoir les rouvrir. 13 siècles en arrière. Des dossiers poussiéreux. Des vieux grimoires que personne ne consulte plus. Parce que ceux qui les ont écrits sont morts depuis longtemps et que plus grand monde n'y trouve de l'intérêt. 2 rapports. Lourds. Épais, vieux de 13 siècles, l'encre a viré au brun, et la poussière sent le santal, le temps mort, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus âcre, comme l'odeur des secrets qu'on a voulu enterrer. Dossier numéro 1, le Kojiki, en 712, compilé par les meilleurs scribes de l'époque, sur ordre de l'impératrice Genmei. Leur mission, créer une histoire officielle, propre, sans bavure, sans aspérité. Une histoire qui explique pourquoi la famille impériale descend directement du soleil, pourquoi elle seule a le droit de commander, et pourquoi tous les autres n'ont qu'à courber l'échine et se taire. Dossier numéro 2, le Nihon Shoki, en 720, même commanditaire, même équipe, version révisée, corrigée, lissée, plus historique que mythologique, mais quand même. Ces 2 rapports, c'est le béton armé de la mythologie nationale japonaise, coulé dans le sang des vaincus et durci par des siècles de révérence. Mais le béton, ça craque, ça se fissure. Et moi, c'est les fissures que je cherche. C'est long et laborieux comme recherche. Mais à la section 83 du Kojiki, je tombe sur lui, Yamato Takeru, le flic de choc de l'Empire, pour ainsi dire, le prince héritier qu'on envoyait pacifier les territoires sauvages. Traduction de Chamberlain, 1882, texte formel. Il grimpa la montagne et rencontra une créature blanche de la taille d'un bœuf. Le prince déclara : « Cette créature qui se transforme en sanglier blanc doit être un messager de la divinité. » Un sanglier, blanc, divin, la taille d'un bœuf, précise le texte. Imaginez ça, une masse de muscles pâles, immobile sur le sentier de montagne, les yeux comme 2 puits, 2 flaques de lait caillé qui vous fixent sans ciller. Le prince l'ignore. Mauvaise idée. La montagne se déchaîne, grêle, tonnerre, éclair. Le ciel se déchire comme un ventre ouvert et déverse sa fureur sur le prince. Frappé, empoisonné. Il traînera quelques jours, puis il mourra. C'est notre première pièce à conviction. Sanglier plus malédiction divine. Ça colle avec Nago, ça colle avec Ashitaka.
Même structure, même poison, qui prend, dans la peau du jeune homme, la forme d'une marque noire. Mais... J'ouvre le deuxième rapport, le Nihon Shoki, volume 7. Même histoire, même montagne, même prince conquérant. Sauf que, traduction d'Aston, 1896, écoutez bien, le dieu de la montagne prit la forme d'un grand serpent. Pas un sanglier, un serpent. 2 témoins, 2 versions, même scène de crime, mais 2 suspects différents. Alors quoi? Une erreur de copiste? Un glissement de traduction, un mot mal recopié qui aurait dérivé au fil des siècles? Après tout, 13 siècles, ça laisse le temps aux mots de dériver, de muter, de se trahir. Mais j'ai un pressentiment. Et comme tout bon flic pourri de roman noir, je place beaucoup d'orgueil sur mes pressentiments. Miyazaki lui-même nous a tendu une perche un jour. Une citation, comme un aveu glissé dans un interrogatoire. J'ai absorbé des aspects de l'histoire et des légendes en moi. Donc, je ne peux pas être certain de ce qui est original et de ce qui est emprunté. Je regarde la créature, vraiment, plan par plan, image par image, comme on ausculte un cadavre sur une table d'autopsie. Le corps est celui d'un sanglier, massif, arqué, l'échine bombée comme une colline de chair. Cette puissance brute des bêtes qui n'ont jamais connu de maître. Mais la peau grouille, des serpents ou quelque chose qui y ressemble, comme des veines arrachées de leur lit, à vif, qui ondulent dans un mouvement vermiculaire. Oui, des vers si ce n'est pas des serpents. Ça pulse, ça respire, ça est. Hypothèse numéro 1. Coïncidence. Les 2 légendes parlent de dieux de montagne qui tuent des héros. Miyazaki a juste pioché ce qu'il aimait bien dans l'une et dans l'autre histoire. Mais ça me paraît un peu simple. Hypothèse numéro 2. C'est une fusion délibérée. Corps du Kojiki, peau du Nihon Shoki. Si c'est le cas, on n'est plus dans le plagiat. On est dans une sorte d'alchimie narrative. Prendre 2 rapports contradictoires et les fondre en une seule créature pour créer un mythe hybride. Mais encore faudrait-il essayer de comprendre la raison de ce choix, s'il est si délibéré qu'on le dit. Lucy Wright, de La Scientifique, a analysé les résidus. Son rapport est formel. Les mythes modernes agglutinent, fusionnent. Ils ne copient pas, ils recomposent. Admettons. Mais une théorie, ça vaut rien sans preuve matérielle. Et j'ai un problème. Cette démarche, ces pattes multiples, cette forme arachnoïde, ça me pose problème. Un sanglier serpent, je peux le documenter avec les archives impériales dont je viens de vous parler. Mais cette structure arachnoïde, ça, c'est pas dans les rapports impériaux. Il va falloir descendre un peu, quitter les bureaux. Les ruelles du folklore, c'est là que ça va se passer. Pièce à conviction numéro 3, le dit des Heike, XIIIe siècle. Pas un rapport officiel, une épopée de guerre, une rumeur qui est devenue légende. Le chapitre qui nous intéresse, c'est celui de l'extermination de la Tsuchi-Gumbo. Le héros, si on peut appeler ça un héros, Minamoto no Yorimitsu. Le suspect, une araignée géante, grosse comme une maison, des yeux multiples. Le texte dit qu'il brillait comme le soleil et la lune. Une carcasse monstrueuse, immobile dans l'obscurité, qui attend. Yorimitsu l'éventre. Il lui ouvre le flanc. Et là, texte original, traduction libre, des milliers de petites araignées s'échappèrent du corps meurtri, et la créature cria « Oh, comme nous sommes impuissants, pourquoi notre corps souffre-t-il autant ?» Des milliers de petits organismes. Un cri. Pas un cri de rage, pas un rugissement de bête acculée.
Un cri de douleur, de l'incompréhension pure. Maintenant, regardez Nago, le sanglier dont on parlait au début. Quand Ashitaka le tue, la peau se décompose, s'effrite comme du papier mouillé. Les serpents verts se dispersent, grouillant. Ils semblent fondre dans un ultime frétillement, et Nago hurle, pas un rugissement de monstre, un cri de bête blessée qui ne comprend pas pourquoi on lui fait ça. Correspondance parfaite. Ou alors je force le trait. Les détectives font ça parfois. On voit des patterns partout. Mais cette fois, non. Trop de coïncidences pour que ce soit le hasard. Corps, sanglier, kojiki. Peau, serpent, nihonchoki. Structure, araignée, tsuchigumo. 3 sources, une créature. Si c'est vrai, ce n'était pas un monstre. C'était un vrai Frankenstein mythologique. Mais voilà où ça devient sale. Le terme Tsuchigumo, araignée de terre si on traduit ça un petit peu littéralement. Tarentule, non, peut-être pas tarentule. Ça a l'air innocent, un monstre de légende. Sauf que j'ai fouillé les archives impériales jusqu'à la moindre note de bas de page. Et Tsuchigumo, dans les archives impériales, c'est pas juste un monstre, c'est une insulte raciale. Un terme péjoratif, utilisé par les chroniqueurs de Yamato pour désigner les rebelles, les peuples locaux qui refusaient de se soumettre, les clans du nord et de l'est principalement, ceux qui vivaient dans des maisons semi-enterrées, les sauvages aux longs membres, je cite, les barbares crevettes, qu'ils disaient. Batten et Likas, deux types des archives, ont montré que le terme Tsuchigumo était un outil de déshumanisation. Transformer l'ennemi en monstre, justifier l'extermination. Pratique pour l'empire naissant Yamato. Et ces rebelles, c'étaient les Emishi, le peuple d'Ashitaka. Vous comprenez maintenant, vous voyez où je veux en venir, vous saisissez l'ironie qui se pointe. Ashitaka est un Emishi, un prince Emishi. Aux yeux de l'histoire officielle, de ces rapports impériaux que j'ai sur mon bureau, Ashitaka est le monstre, la Tsuchigumo, un peu littéralement. Un barbare, une araignée à écraser, un cul terreux à pacifier. Et le film nous le dit. Ashitaka mentionne que son peuple a été vaincu, je cite, il y a 500 ans. Si le film se déroule à la fin de Muromachi, la période où on dit qu'il se déroule, c'est un petit peu la condition pour que ça marche, alors cette défaite remonte au XIe siècle. Et au XIe siècle, il y a la campagne d'un certain Minamoto no Yoriyoshi, le neveu de Yorimitsu, celui qui a exterminé la Tsuchigumo, celui qui a écrasé les Emishi pour de bon, en tout cas, qui a amorcé une des phases finales de leur repli et de leur lente assimilation. Si on récapitule, le tueur de la Tsuchigumo dans le dit des Heike, c'est l'oncle de celui qui a exterminé le peuple d'Ashitaka. Coïncidence ? Non. Généalogie. Et qu'est-ce qu'il fait, Ashitaka ? Il combat un dieu qui a la forme d'une Tsuchigumo. Il combat une forme animale qui incarne le stigmate infligé à son peuple. Mais comment est-ce qu'il le combat exactement ? Il va nous falloir plus de détails parce que là, c'est un peu embrouillé. Revenons à la scène du crime. La mise à mort. Ashitaka tire 2 flèches. La première se plante dans l'œil, un œil rouge, furieux, gros comme un poing. La seconde, entre les 2 yeux. Le monstre s'effondre. 4e pièce.
à conviction, je précise. Les histoires de fantômes de la cour impériale. 1711. L'histoire d'un certain Tawara Tooda, aussi connu sous le nom de Fujiwara Hidesato. Hidesato et Yorimitsu, le Yorimitsu de la Tsuchigumo, appartiennent au même cercle, les Shitenno, les 4 rois célestes, les nettoyeurs de monstres attitrés de la cour impériale. Le suspect, cette fois-ci, un mille-pattes géant. Il descend de la montagne comme une avalanche de chair. Ses yeux brillent comme des torches. Le texte dit « Ses pattes comme 2 ou 3 000 torches flamboyantes ». Dans le texte, la montagne elle-même semble vivante, effervescente, comme si les pierres et les arbres participaient à la charge de la bête. La mise à mort, une flèche. Dans l'œil, toutes les torches s'éteignent d'un coup. Dans le film, l'effervescence de la montagne est comme transposée en animation. Regardez-moi la charge du Tatarigami. La forêt qui se déforme autour de lui, les arbres qui plient, qui craquent, le sol qui tremble. La balistique, flèche dans l'œil, puis une deuxième entre les sourcils. Ashitaka reproduit exactement le geste de Hidesato. La geste de Hidesato, tant qu'on y est, puisqu'on parle de récit épique. Trait pour trait, comme s'il avait lu le manuel. Ça pourrait être un hasard. Une flèche dans l'œil, c'est pas l'invention du siècle. Mais avec tout le reste du dossier, non, c'est un mode opératoire, une signature. Et les signatures, ça ne ment pas. Le colonisé qui retourne les armes du colonisateur par le récit contre un monstre qui porte son propre stigmate, c'est presque trop beau. Ça fait thèse de doctorat, pas enquête de terrain. Mais les coïncidences s'accumulent. Et dans mon métier, quand les coïncidences s'accumulent, c'est qu'il y a système. Revenons à Yamato Takeru, le héros du Kojiki. Le prince conquérant, violent, rusé, il pacifie l'Est en massacrant les Emishi. On l'avait pas dit, ça. Liste de correspondance entre Takeru et Ashitaka. Le cerf. Takeru le tue. Il tue un cerf avec un brin de ciboulette. Un meurtre absurde, accidentel, mais fatal, et c'est le présage de sa mort. Le dieu cerf, le Shishigami de Mononoke, lui est tué délibérément. Sa tête est tranchée, et c'est le présage de la mort de la forêt. Dans les deux histoires, il y a le loup. Il sauve Takeru. Un loup blanc fit mine de guider le prince, dit le texte. Un geste qui paraît alors presque involontaire. Moro, la louve blanche, elle, dans le film, choisit d'aider Ashitaka. Elle choisit au bout d'un moment, parce qu'au début, elle voulait plutôt lui croquer la tête. Mais elle finit par le porter jusqu'au lac. Ensuite, dans les deux histoires, il y a une source d'eau, je veux dire. Le Kojiki dit que son auguste cœur se réveilla quelque peu. On parle ici du cœur de Takeru une fois qu'il a été amené à la source. Mais quelque peu seulement, partiellement, temporairement. Ashitaka, lui aussi, ne guérit que partiellement dans le lac du dieu cerf. Il revient à lui-même, il revient à la vie, pour ainsi dire, mais la marque reste. Il est toujours condamné. Les deux récits, au niveau de cette source, refusent la guérison totale. Ensuite, il y a des sangliers. Takeru en affronte un, Ashitaka aussi. Tout correspond, avec quelques variantes bien sûr, mais on a vraiment l'impression que ça procède de la même structure. Pour autant, l'âme est à l'envers. Takeru conquiert, Ashitaka protège. Takeru extermine, Ashitaka négocie. Takeru est l'épée de l'Empire, Ashitaka est le prince des vaincus, qui passe son temps à se mettre entre les deux et à prendre des coups pour tout le monde. Kano Seiji l'a bien vu. Ashitaka est construit avec les briques de Yamato Takeru. Mais l'architecte a inversé le plan. C'est un mythe retourné, une épopée racontée du point de vue des marges, des perdants de l'histoire.
Et c'est là que tout se boucle, que les fils se tissent, que le motif se révèle. Vous vous souvenez de ce que je disais au début ? Le Kojiki, commandé par l'impératrice Genmei, leur mission tenait en un seul mot aux scribes : homogénéiser, fusionner les mythes des clans rivaux en un seul récit impérial, lisser, lustrer, laquer la mémoire jusqu'à ce qu'elle ne reflète plus qu'un visage unique, un visage avec une expression d'accord avec lui-même qui dégoûte. Miyazaki fait l'inverse. Il détricote, il tire sur les fils, défait les nœuds, délace le récit unifié pour en extraire ce qu'on avait voulu enfouir. Sangliers, serpents, araignées, 3 spectres surgis des sutures, et il les recompose autrement, pas selon la logique impériale, mais selon celle des marges, des murmures, des mémoires qu'on croyait muettes, en prenant pour personnage principal un jeune prince Emishi. C'est pas de la conservation, c'est pas de la restauration, c'est du sabotage archivistique de haut niveau. Je range les pièces à conviction une par une. La pellicule ne ment pas. Le Tatalegami, cette créature qui ouvre Princesse Mononoke, c'est pas une invention sortie du néant, pas un monstre bricolé dans l'urgence d'un storyboard. C'est un assemblage délibéré, calculé, précis. Chaque pièce choisie, chaque couture invisible. Corps de sanglier, peau de serpent, structure de l'araignée maudite. 3 mythes, 3 époques, 3 textes, 13 siècles de sédimentation, de stratification, de silence. Fondus en une seule bête. Soudés par le feu de l'animation, scellés dans la celluloïde. Et Ashitaka, il est le fantôme de ceux qu'on a voulu effacer. Son peuple porte le nom de Tsuchigumo, ce stigmate, l'insulte gravée dans les archives impériales. Il rejoue une version pour le moins ironique de l'épopée nationale. Par moments, note pour note, geste pour geste, on l'a vu. Mais toujours, il la rejoue autrement, comme un écho qui refuse de répéter fidèlement et qui par écart affirme une vision alternative, nouvelle, qui crie son rejet des valeurs figées. Cette créature, sans parler du film lui-même, est un palimpseste, un parchemin gratté, réécrit, gratté encore, jusqu'à ce que les couches anciennes transparaissent sous les nouvelles, comme des ombres sous la glace. Les conquérants sous les vaincus, les héros sous les monstres, les vainqueurs sous les fantômes de ceux qui ont été piétinés. L'affaire est classée. Pas de vol, pas de crime, pas de coupable à coffrer. Juste un palimpseste, un cœur de fantôme et un travail d'orfèvre, patient, précis, impitoyable, qui a transmué le plomb de l'histoire officielle en archipel de voix. Vous pensiez que c'était fini ? Moi aussi. J'avais rangé mes stylos, éteint la lampe, fermé les yeux, mais c'est toujours comme ça que les affaires vous rattrapent. Dans le noir, quand vous baissez la garde. Je suis tombé sur une interview. Berlin, février 1998. Conférence de presse post-projection à laquelle Miyazaki a assisté. Quelqu'un a eu la bonne idée de tout enregistrer et de tout retranscrire. Un journaliste lui a dit « Il semble que Princesse Mononoke soit basée sur la mythologie japonaise. » Réponse de Hayao Miyazaki mot pour mot. Il est vrai que j'ai reçu quelques idées de ces légendes, mais je n'ai jamais rêvé de faire un film basé sur un mythe. Il est plus influencé par l'histoire de Gilgamesh que par la mythologie japonaise. J'ai relu encore, relu une 3e fois, comme si les mots allaient changer. Gilgamesh. L'épopée de Sumer. J'ai regardé mes notes, mes piles de dossiers, mes 13 siècles d'archives japonaises et mes fonds de café froid. Comme si toute mon enquête n'était que la surface, l'écume, et qu'il fallait creuser plus profond encore. Creuser jusqu'en Mésopotamie.